Quelle leçon peut-on tirer de la crise de la Covid? Elle nous a appris à trouver parfois des solutions rapides. Elle nous a appris beaucoup de choses. Maintenant, on fait des tests avec le QR code pour qu'il n'y ait pas de falsification. Maintenant, les hôpitaux, disons, utilisent les technologies de l'information, le ministère de la Santé aussi. Pour la première fois, 50% des réunions que je fais avec le ministère se font à distance. Donc on a gagné du temps, on a gagné en efficacité, etc. Donc on a appris des choses. Alors pour revenir au secteur de l'industrie pharmaceutique, bien sûr, il a peut-être souffert un petit peu au départ, mais maintenant, il a un potentiel, je trouve, pour les produits, tout ce qui est autour du médicament et même les dispositifs médicaux. Les pays qui étaient dépendants et qui importaient ça, et qui continuent à importer, ont réalisé l'importance de développer ce secteur de façon locale, proche ou régionale. Et ça, on l'a vu avec les pays européens, des pays développés, la France, l'Italie, n'avaient pas de masques FFP2 parce qu'ils avaient l'habitude de les importer de Chine ou de je ne sais plus quel pays et que parce que la loi du marché fait que c'est moins cher, etc. Après, ils se sont trouvés dans une situation où ils n'avaient pas de masques. Et donc maintenant, si je parle de ça, c'est valable aussi pour les médicaments. Il y a certains médicaments qui n'existaient pas, alors que la technologie a été développée initialement en Europe, puis après d'autres pays, grâce à leur organisation et peut-être le niveau de vie dans ces pays, le coût, etc., donc ils sont devenus compétitifs pour les produire, et quand il y a eu des crises, les pays qui étaient à l'origine des technologies ne les avaient plus, et ils ne pouvaient plus les obtenir. Et ils se sont dit, non, on s'est trompé. Et maintenant, tous les pays, on les voit, européens et autres, et les pays qui ont la maîtrise des technologies, ils sont en train de rapatrier certains secteurs clés, stratégiques, soit chez eux, soit au niveau régional. Et la Tunisie, justement, de par sa proximité avec l'Afrique, avec l'Europe et tout, peut bénéficier de cette nouvelle orientation et de cette nouvelle vision de sécuriser des produits. La Tunisie, elle est à 1 heure de vol de la France, etc. Donc, et puis, il y a un potentiel pour faire ces choses-là, peut-être avec un coût qui est moins important que de le faire dans des pays où, disons, le niveau social est plus élevé, etc. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on a appris et on a constaté des insuffisances qui ont été révélées par la crise, et ça a abouti à des réflexions de ce type. Alors maintenant, je viens à la Tunisie, pour vous parler peut-être d'un projet qui est en cours maintenant, donc je ne vais pas parler beaucoup, mais dire quelques mots, c'est que on est en train, disons, cette crise nous a poussé maintenant à développer des projets pour renforcer nos capacités dans la production, entre autres, de vaccins. Donc maintenant, on est en train de regarder avec différents bailleurs de fonds, différents organismes internationaux, l'opportunité de mettre en place, entre autres en Tunisie, des capacités de produire des vaccins contre Covid, mais aussi contre d'autres maladies qu'on peut prévenir par la vaccination, et même des maladies pour lesquelles il n'y a pas encore de vaccin. Donc ça, c'est une opportunité où on a vécu des choses difficiles. Les gens de l'OMS, notamment la région EMRO, veulent promouvoir une production locale parce que c'est des pays qui ont souffert du manque, entre autres, de vaccins, et qu'il est difficilement accessible à l'échelle internationale. Et c'est l'OMS qui dit, moi je veux investir dans les pays où il y a déjà un potentiel et des technologies existantes pour les renforcer, pour en faire des hubs. C'est hub, tout simplement. Et donc, ils sont en train de regarder. Il y a même l'agence USAID, vous savez, l'agence de développement et d'aide, de collaboration internationale américaine, mais d'autres agences. L'agence l'AFD, l'agence française pour le développement. Je vous dis, je parle de tout ça parce qu'on a eu des échanges et on a vu leur stratégie. Ils veulent justement financer ou aider à ce que des technologies, notamment de production de vaccins, puissent être délocalisées, puissent se faire. On peut rêver un jour, peut produire le vaccin du Covid ou d'autres vaccins. Alors, ce n'est pas une question de rêver. Je vais vous dire la stratégie de l'Institut Pasteur dans ce domaine. Là, on va switcher peut-être vers l'Institut Pasteur. Alors, l'Institut Pasteur, en fait, il est plus que centenaire. Hein. Bientôt, on va faire presque 130 ans, dans 2 ans, depuis sa création.
Et on a été et on est toujours dans les domaines de la recherche-développement, dans les domaines de diagnostic et des activités de santé publique, dans la production de vaccins, de sérums, tout ça. On est en train de le faire, on a une visibilité. On est l'une des structures, la première structure de recherche en Tunisie en termes de production scientifique, en termes de masse critique, toutes spécialités confondues. On a une très grande visibilité vis-à-vis des bailleurs de fonds à l'étranger. On est la première structure qui bénéficie des financements européens, dont Horizon 2020, etc., etc. Mais on pense que pour tout ce qui est production de vaccins, l'idéal, c'est qu'il y a un savoir-faire. On continue à produire. Je dis on continue parce qu'on n'est pas content de notre niveau de production et des quantités et des marchés et tout le reste. Donc l'idéal, c'est que la production de médicaments ou de vaccins se fasse dans une structure adaptée, qui a un système de management, un système d'organisation et de gestion qui est adapté aux produits. Ce n'est plus le rôle de l'Institut Pasteur de continuer à produire. On le fait parce qu'il y a le savoir-faire et tout ça, mais idéalement, on peut imaginer, c'est l'objectif qu'on souhaite, créer des sortes de partenariats avec le privé, des new co, d'autres structures, dans lesquelles l'Institut Pasteur peut rester dans le scientific board, dans la vision, peut permettre à cette structure d'avoir des relations privilégiées avec la structure de recherche, qui est l'Institut Pasteur, qui gardera cette image et cette mission, c'est son métier. Et cette structure de production, elle peut se développer. Donc le partenaire stratégique peut apporter des finances, peut apporter peut-être de nouveaux produits, peut apporter des marchés. C'est ça le partenaire stratégique. Et un producteur. Et l'Institut Pasteur peut l'accompagner, notamment dans les produits biologiques. Il peut lui transférer tout ce qui est savoir-faire pour les produits déjà fabriqués, mais il peut l'aider dans son développement pour augmenter ses capacités pour les produits déjà fabriqués qui sont très demandés dans le monde, mais aussi développer d'autres produits. À ce moment-là, vous me dites quel est le rôle de l'Institut. L'Institut continuera à travailler sur la recherche, la santé publique, le contrôle, les labos de référence, la formation, et dans la recherche, il développe l'innovation. Et quand il y a des technologies, des brevets et de l'innovation, il prend les brevets, il les protège, et après il fait le transfert technologique et il donne à ceux qui sont des spécialistes dans le domaine de la production industrielle pour le faire. Et en retour, il aura ce qu'on appelle les royalties pour continuer à investir dans la recherche et dans le développement. D'accord. Donc à peu près, c'est la réponse à notre question qu'on allait poser sur les vaccins. Alors les vaccins, voilà, je reviens. Si la Tunisie alors maintenant, bien sûr, on n'est pas à ce stade et à cette vitesse. Maintenant, on est... Parce que si on pense à des vaccins, entre autres à base d'ARN, qui ont montré s'il y a une révolution cette année qu'on a vécue, c'est les vaccins à base d'ARN on a osé les utiliser. Je dis on a osé parce que les thérapies avec l'ARN existent depuis quelques années, on les connaît bien nous. Mais les gens avaient peur, parce que l'ARN, c'est de l'acide nucléique, on avait peur de changer le génome, des trucs comme ça, puis les gens étaient un peu réticents, on préfère toujours les chemins balisés, et puis ne pas... Bon, maintenant, dans la crise, il y a eu des développements, il y a eu des contrôles qui ont été faits rapidement, et on a eu la chance, après quelques mois, de réaliser que plusieurs centaines de millions de personnes ont reçu ce vaccin. Il est safe, il induit une bonne réponse immune, et il induit une protection, et on sait comment ça agit aussi. Et ça agit, entre autres, là je rentre dans des choses techniques, et je mets ma casquette d'immunologiste, ça induit une réponse immune cellulaire qui est souhaitée dans cette situation, et qui est surtout souhaitée dans d'autres maladies infectieuses pour lesquelles il n'y a pas encore de vaccin. Donc cette technologie, nous on veut la maîtriser. On est en train de tout faire pour la maîtriser, avec toutes les connexions à l'international. On maîtrise quelques étapes de cette technologie déjà, on voit de quoi il s'agit. Donc maintenant, le rôle de l'Institut Pasteur, on a créé un petit comité, donc
de scientifiques, y compris des Tunisiens à l'étranger d'ailleurs, et on est en train de développer un concept, un projet. Il y a des financements d'ailleurs à droite et à gauche, et comme je l'ai dit, l'OMS aussi est en train de pousser à faire ça. On voudrait jouer un rôle catalyseur et un rôle de faisabilité. On veut montrer la faisabilité de ce projet et on veut voir avec quels partenaires ça peut se faire. Je parle des partenaires étrangers qui maîtrisent les technologies et qui peuvent nous assister, ce petit comité, à monter quelque chose. Et le jour où on va le réaliser en Tunisie, on jouera un rôle de porteur de projet, mais on ne sera pas l'entité qui va être l'investisseur ou qui va le finaliser le projet. Ça peut se faire avec des industriels, comme cela se fait avec d'autres produits, moyennant des règles qu'on va respecter. Aujourd'hui, est-ce que ce message-là, cette stratégie-là est bien perçue par les industriels? Je pense, avec l'Institut Pasteur, elle est bien perçue. Quand on a eu l'opportunité de discuter de certains projets où il y a un potentiel de produits, y compris il y a quelques années le vaccin anti-rabique. On a développé des technologies qui pouvaient être utilisées. Bon. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'investissement dans les biotech, c'est les États qui l'ont fait dans un premier temps. Parce que l'État, il peut supporter ça. Il peut avoir une vision et après il crée des instruments pour permettre, disons, à cette technologie de contribuer au développement économique, et pour eux, ils seront contents si ça peut bénéficier à l'industriel qui après va payer son impôt, et l'État de toute façon va avoir un retour, et il aura permis le développement de technologies, de futures, les nouveaux métiers, etc. Est-ce que vous avez des inquiétudes qu'avec les mutations, les futures mutations du Vous parlez du coronavirus là? Du coronavirus, d'accord. Les vaccins produits actuellement soient, disons, inefficaces? Alors, oui, bien sûr, mais la solution, elle existe aussi. Parce qu'en fait, si on va rentrer dans le détail maintenant, tous les vaccins se basent essentiellement sur la protéine S, c'est-à-dire les vaccins ciblent la protéine S, Spike, du virus. Cette protéine S peut muter, et d'ailleurs, elle a muté et elle a donné des variants qui ont la capacité de se multiplier plus rapidement, parce que c'est la protéine S qui est la protéine qui permet au virus de se fixer sur son récepteur. Quand elle a muté, la fixation sur le récepteur est devenue plus affine, plus importante, elle se fait avec plus d'affinité, ce qu'on appelle, et ça a donné donc des formes de dissémination plus rapide, etc. Et comme c'est elle-même la cible... Alors, oui, entre autres, le variant anglais, qui dissémine plus, et le variant indien, etc. Et même, il peut, comme je vous ai dit, c'est la cible de la réponse immune, si elle change, les anticorps ou la réponse cellulaire qui a été initialement développée contre la souche initiale, on va dire, risque de reconnaître moins bien ce variant, qui est non seulement dangereux parce qu'il dissémine plus, mais en plus il est moins bien reconnu. Donc il y a ce risque. Mais la réponse, c'est qu'avec les techniques de l'ARN messager, il faut prendre la nouvelle séquence et faire un ARN messager qui correspond au nouveau variant. On peut même imaginer des ARN messagers avec 2 ou 3 variants différents, et on peut imaginer s'ils sont très différents. Alors, pour le moment, même s'il y a des variants, même si ces variants donnent des formes qui disséminent plus rapidement, jusque-là, la réponse immune, globalement, elle continue à être protectrice et efficace, au moins contre les formes sévères ou contre la mortalité. Parfois, cette réponse immune peut ne pas être très protectrice contre le développement de quelques symptômes. Mais c'est déjà bien de protéger contre les formes sévères. Tout à fait, exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire que l'AstraZeneca, ceux qui ne veulent pas vacciner avec l'AstraZeneca peuvent le faire avec d'autres vaccins? Qu'est-ce que vous allez dire ça? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque justement disons, de suspicion de l'AstraZeneca, alors que vous savez, il n'y a pas plus de cas de contre-indication plus que d'autres. Je suis d'accord avec vous, donc il n'y a pas au niveau de la sécurité, il n'y a pas de différence. L'histoire des troubles de la coagulation qui a été vue chez des catégories de personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca sont très rares. C'est de 2, 3, 4 par million de vaccinés. On les voit plus chez les jeunes et notamment les femmes en âge de procréation. C'est pour ça que certains pays
ont recommandé l'utilisation d'AstraZeneca pour les personnes âgées de 55 ans et plus. En Tunisie, c'est 60 ans et plus. Bon. Normalement, il n'y a aucun problème en prenant ces précautions, parce qu'on arrive à réduire encore plus cet effet indésirable exceptionnel, je dirais. Il n'y a pas de problème. Alors, vous me dites ce qui m'a fait dire. Moi, on m'a posé la question en disant, il y a des gens qui bloquent, qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que au-delà de tout ce qui est rationnel, il y a l'irrationnel chez les gens. Il y a des gens qui disent, dans le vaccin, il y a le sam et des poissons qui va tuer telle population. Bon, ça, c'est des trucs comme ça. Mais il y a aussi des gens qui, parce qu'on a vu ce risque-là, parce que pour des raisons que j'ignore, mais qui ne sont pas rationnelles en termes de science et tout ça, ils bloquent, ils disent non, moi je ne veux pas prendre ça. On ne va pas forcer des gens à prendre quelque chose qu'ils n'ont pas envie de prendre. Donc c'est ça mon intervention de but, on ne veut pas les forcer. De toute façon, le vaccin, il est volontaire, il n'est pas obligatoire. Il y a des pays où... Vous ne pensez pas qu'il faut le rendre obligatoire? Alors, c'est une question qui s'est posée, notamment pour le personnel de soins. Personnel de soins, parce que lui, il est en contact avec des gens qui sont venus pour se faire soigner, et on accepterait mal qu'un personnel de soins qui ne s'est pas vacciné parce qu'il ne veut pas se faire vacciner puisse contaminer les patients. Non, puisse contaminer des patients. Parce que le risque, c'est la contamination. Parce que lui, celui qui n'est pas vacciné peut attraper la maladie, peut contaminer les autres. Donc à ce moment-là, on peut imaginer, on aurait pu, je ne sais pas si ça s'est fait dans certains pays, vacciner de façon obligatoire le personnel de soins. Sachant que parfois il y a des réticences au niveau même du personnel de soins. En termes, je parle de vaccins en général, hein, pas tel ou tel type de vaccin. Okay, bon, pour le moment, il est volontaire chez nous. Et donc, c'est ça. Moi j'ai parlé, puis il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça, etc. Bon, moi je l'ai dit, parce qu'on ne va pas forcer les gens. Okay, maintenant, est-ce que on va punir ces gens qui n'ont pas accepté AstraZeneca? On leur dit, soit vous prenez ça, ou bien rien. Moi, je pense que ce n'est pas juste. Donc, maintenant qu'ils diffèrent et tout, et qu'ils s'inscrivent dans le système, et de toute façon, quel que soit le vaccin, et quand on invite les gens, il y a toujours des gens qui ne viennent pas. Donc, il y a toujours des gens qui pour 36 000 raisons, ne viennent pas. Donc, ils rentrent dans ce cadre-là, et puis ils essayent de reprendre leur rendez-vous, etc. Voilà. Bon, ça, c'est une façon simple pour ne pas créer de polémique. Maintenant, je n'ai pas dit ça pour être d'accord avec ceux qui refusent le vaccin, loin de là, et d'ailleurs je l'ai dit à plusieurs reprises, et là c'est la science, c'est des bases rationnelles, c'est cet effet secondaire, il est exceptionnel, il y en a d'autres avec d'autres vaccins, y compris les vaccins à base d'ARN messager, y compris les vaccins inactivés, etc. Et donc, voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Pour les contradictions, pour les contradictions, par exemple pour les femmes enceintes aujourd'hui, je pense personnellement, j'ai vu beaucoup d'articles scientifiques où on recommande la vaccination pour les femmes enceintes. Mais aujourd'hui, quand on s'adresse à des gynécologues, vous disent non, il ne faut pas que la femme enceinte puisse avoir des vaccins. Ça dépend. Quel type de vaccin? Oui. Hein? Tous les vaccins ou... Pour le Covid, je parle du Covid. Et pour le Covid. Okay. Alors je vais vous dire cette histoire, parce qu'il y a eu une confusion. En général, les indications d'un vaccin, on les fait sur des populations qui ont été incluses dans les phases cliniques. Donc quand on fait un médicament ou un vaccin, hein, on va faire des phases cliniques, phase 1, phase 2, donc là pour voir la toxicité, pour voir éventuellement l'efficacité, puis après la phase 3, elle va voir l'efficacité sur le terrain, on va dire, hein, sur un nombre très important. En général, dans les phases cliniques, on n'inclut pas les femmes enceintes et on n'inclut pas les enfants. Et ce sont les deux populations qui n'étaient pas incluses dans les phases cliniques du développement de vaccins anti-Covid en général. Donc, quand on montre l'efficacité, d'ailleurs nous, quand on étudie les dossiers, on regarde les résultats d'efficacité dans les différentes catégories et les tranches d'âge. Donc ça, on les voit. Maintenant, dans la pratique, après, une fois que c'est validé, les vaccins vont être autorisés dans les tranches d'âge qui ont et les indications. Et c'est pour ça que les femmes enceintes ne faisaient pas partie des indications. Et c'est pour ça que les enfants aussi. Et maintenant, on est en train de voir des phases avec
entre autres les ARN messagers, où on est en train d'inclure les enfants. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, ça se fait comme, c'est toujours comme ça pour les enfants. D'ailleurs, les vaccins, par définition, c'est dirigé vers les enfants. Bon. Maintenant, effectivement, pour la femme enceinte, normalement, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas vaccinée. Au contraire, il faut qu'elle soit vaccinée, notamment les femmes qui ont des facteurs de risque et des comorbidités qui peuvent les rendre vulnérables quand elles risquent d'attraper Covid. Donc, des sociétés de gynéco-obstétrique européennes, américaines recommandent le vaccin. Bon, maintenant, c'est une histoire d'aspect réglementaire et d'utilisation et de choix politiques et dans les différents pays en fonction de l'avis des uns et des autres. Voilà. Et en parlant de vaccination, justement, Sihej, il y a beaucoup de retard et de ralentissement au niveau de la campagne en Tunisie. C'est vrai. Comment expliquer ce retard et comment peut-on booster parce que là, on est loin des objectifs qui ont été fixés tout de même. Oui, vous avez raison. Je suis d'accord avec le fait disons, l'idée de renforcer beaucoup la campagne de vaccination. Il faut qu'elle soit renforcée en termes d'actes de vaccination, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vaccination, il y a 3 inconnus, ou 3 variables qui peuvent impacter la vitesse de vaccination. La première, c'est l'obtention des vaccins. L'obtention des vaccins n'est pas évidente, c'est pas facile. On a des difficultés à obtenir le vaccin sur le marché international. La deuxième, c'est la capacité de vacciner les gens, l'acte de vaccination. Et la troisième, c'est la volonté des gens de se faire vacciner. Donc, il faut tenir compte de ces 3. On ne peut pas ouvrir 1000 centres et ne pas avoir de vaccin. Tout à fait. Et on ne peut pas, la même chose, ouvrir 1000 centres, même si on a le vaccin, et que les gens ne veulent pas venir. Tout à fait. Donc, il faut tenir compte de ces variables-là. Mais je reconnais, moi j'ai vraiment, depuis le départ, depuis des mois, je pousse à acheter plus de vaccins, je pousse à ouvrir plus de centres, mais la mécanique, disons, de la gestion, actuellement on a un peu plus de 70 centres, sans parler des équipes mobiles. Donc c'est déjà pas mal. Donc il y a eu un effort qui a été fait, maintenant on est en train de faire à peu près, on est arrivé à 30 000. Non, je parle 30 000 vaccinations jour, avec ces centres-là, des équipes mobiles et tout. C'est pas suffisant. Actuellement, on fait 30 000 Alors, on est arrivé à 30 000 et je pense que hier, on était autour de 25 000, 24 000. Il faut voir les chiffres, donc on est à ce niveau-là. Malheureusement, on est passé par 3 ou 4 jours à l'Aïd, les jours de l'Aïd où il n'y a pas eu de vaccination, ce qui était aberrant, je trouve, mais on nous a dit les gens étaient fatigués, etc. C'est pas normal, on aurait pu trouver d'autres solutions. On a souffert aussi pendant une période où il y avait la grève des médecins de la santé publique et des infirmiers, des pharmaciens et des dentistes. Là aussi, c'est dommage. Parce que moi, on a essayé de pousser en leur disant la vaccination, considérez-la comme une activité d'urgence, parce que tout le secteur de la santé en général, on ne fait pas de grève pour les urgences, et ils n'ont pas voulu donc accepter le fait que vacciner maintenant en temps de Covid avec ce risque comme étant un acte urgent, on n'est pas d'accord sur ça, et malheureusement, ça a freiné un tout petit peu ça. Mais au-delà de ça, si on veut accélérer, les solutions existent, on les a. Et on les a discutées et on les a recommandées. Justement, alors d'abord pour la vaccination, on peut l'accélérer en mettant en place et en renforçant 3 choses qui sont en discussion, pas en discussion, il y a une qui se fait, ce sont les équipes mobiles. 2, c'est l'implication des pharmacies d'officine comme centre de vaccination en fait. Alors, il y a plus de 2000 à travers le pays. Si chaque officine fait 10 vaccinations jour, on aura fait à peu près le nombre de vaccins qu'on est en train de faire actuellement avec les 70 centres. C'est vraiment important. Alors là, c'est pas encore, on n'a pas démarré, mais il y a des préparatifs et des discussions qui vont dans ce sens. Et c'est une excellente chose, je pense. 3, c'est l'application des centres de santé de base. Parce que si vous avez remarqué, les centres de vaccination qu'on a ouverts, c'est des centres qui sont indépendants des structures de santé. Et le but, ça a été justement de ne pas, disons, affecter l'activité normale des structures de santé. Parce qu'on n'est pas en situation normale, on est en situation de crise Covid. Les structures de santé s'occupent des malades aussi.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a les centres El-Manzah, etc. C'est vrai qu'il y a des équipes des différentes régions qui se déplacent, qui travaillent dans ces centres-là. Il a fallu gérer beaucoup de choses, les gens vont dans des endroits, il fallait équiper pour qu'on ait les conditions de pouvoir vacciner. C'est pas évident tout ça. Donc en plus de ça, donc, je reviens, la troisième chose qui va permettre d'accélérer la vaccination, c'est d'avoir les centres de santé de base, au moins un par délégation, qui va... les pharmacies d'officine et les centres de santé de base, le rôle, c'est ils vont être proches des citoyens. Ouais. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, une façon d'avoir une bonne couverture vaccinale, ce qu'on appelle une couverture vaccinale, c'est vacciner tous ceux qui méritent d'être vaccinés. Ouais. Ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de vacciner ceux qui s'inscrivent. Et ceux qui, il y a des gens qui ne s'inscrivent pas et qui doivent être vaccinés. Donc rapprocher le vaccin vers les régions, c'est une façon de pousser ceux qui sont réticents à l'inscription, de le faire plus facilement par la proximité des centres de vaccination. Et ce qui est quelque chose de très important. Alors, le gros problème maintenant, c'est obtenir les vaccins. Et obtenir, on a eu des vaccins, on a eu des retards pour certains vaccins, et on a des promesses pour d'autres, et donc, c'est pas évident. Donc, la réalité de la vie de tous les jours nous apprend à vivre avec ces difficultés qu'on est en train d'essayer de gérer. Je peux vous donner des exemples. On est parti, nous on a été en Tunisie parmi les premiers à adhérer dans l'initiative COVAX. C'est une initiative qui est basée sur des règles et des bases, des principes d'équité, de partage. Et l'idée était dès le départ d'assurer une certaine quantité et ou l'accès aux vaccins de certaines populations qui peut-être n'ont pas les moyens, ou des pays à revenus limités, ou même des pays parfois qui n'ont pas les instruments pour obtenir les vaccins, les contrôler, les utiliser chez eux, parce que le système, il y a Alors, il y a eu des gens, des donateurs pour ça, et le mécanisme, l'instrument, si vous voulez, c'est l'OMS avec ses partenaires qui connaissent les vaccins, se positionne auprès des firmes pharmaceutiques, obtiennent des doses et grâce aux dons, ils peuvent les subventionner et les fournir à des pays qui sont éligibles, les pays de l'AMC, ce qu'on appelle les 92 pays éligibles pour, les inclure dans leur campagne de vaccination. Et le principe, c'était de quoi couvrir 20% des besoins des pays. Et pour la Tunisie, il y a un engagement dans l'initiative COVAX de nous fournir 4,3 millions de doses, on parle de 2 doses de vaccin, donc pour vacciner à peu près 20% de la population, presque gratuitement. Alors, on s'est engagé, et je me souviens au départ, quand on préparait les dossiers, quand on discutait avec l'OMS, avec Gavi, etc., qui sont les partenaires de cette initiative, et l'UNICEF, et la Commission européenne, et Bill and Melinda Gates, etc., et la Banque mondiale, c'était pas très bien vu qu'un pays dise « Ok, moi je rentre dans l'initiative COVAX, mais en parallèle, j'ai aussi négocié en bilatéral l'achat de vaccins. » Presque. Et heureusement, nous, qu'on a négocié l'achat de vaccins, parce que l'initiative COVAX a pris du retard. Parce que malheureusement, et ça du directeur général de l'OMS et des représentants de l'OMS en Tunisie et ailleurs, ils le disent, malheureusement, certains pays, pour leurs propres besoins, ils ont retardé, disons, la livraison des doses réservées pour COVAX. Ils ont retardé leur livraison. Les États-Unis ont interdit d'exporter les vaccins jusqu'à ce qu'eux, ils aient les quantités suffisantes. La Commission européenne aussi. Voilà, donc tout ça a fait que cette initiative sur laquelle on a visé a eu des retards. Et sur les millions de doses prévues, on va avoir d'ici, je crois, encore une dernière livraison, ce qu'ils appellent le round 4, le round 3, on a eu round 1, 2, 3, on aura à peu près 604 000 doses, alors qu'on aurait dû avoir beaucoup plus à travers cette initiative. Okay. Donc ça, c'est déjà un problème avec l'initiative COVAX, c'est le manque de vaccins. Les autres, c'est les boîtes pharmaceutiques avec lesquelles on s'est engagé. Je donne l'exemple, moi je n'ai pas peur de le dire, et c'est vraiment dommage, c'est qu'on a avec Sputnik par exemple, et la société, c'est pas la société en fait, c'est Gamaleya, c'est une entité qui est publique russe,
on s'est engagé sur 500 000 doses. On a payé 50% des 500 000 doses. Et dans l'engagement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une livraison, avant la livraison, on paye les 50% restants pour la quantité à livrer. Ils nous ont livré 30 000 doses. Ils viennent de nous livrer 15 000 ou 20 000 doses. Et on est très loin des 500 000 doses. Et quand on dit mais pourquoi, etc., ils nous disent oui, mais nous, parce qu'on a une crise, parce qu'on a besoin, on a des difficultés de production. Donc ils n'ont pas honoré leur engagement. C'est une structure publique. Et hier, donc, on était en réunion avec monsieur le chef du gouvernement, avec une partie dans le cadre du comité national de lutte contre Covid. Donc j'ai évoqué ce point. Et j'ai demandé aux plus hautes autorités de l'État de prendre acte et d'agir à leur niveau, parce que ça se fait au niveau politique et au niveau public, pour qu'au moins qu'ils sachent qu'il y a une entité qui est défaillante. Et puis du vaccin chinois? Alors, le vaccin chinois, on a eu un don de Sinovac, qui a eu l'autorisation de mise sur le marché. On a un engagement, là aussi, pour 500 000 doses supplémentaires du vaccin qui nous a été livré, comme je vous ai dit, en première livraison sous forme de don de 200 000 doses. Voilà, on est en train de suivre les procédures pour l'obtenir. Normalement, ils ont promis de le livrer d'ici fin juin, mais j'ai des doutes parce que dans la négociation au départ, ils parlaient de août-septembre, et puis quand nous on a dit en fait nous on ne peut s'engager que si c'est livré fin juin, ils ont dit ok on va livrer fin juin, mais on n'est pas sûr qu'ils vont le faire. Tout à fait. Et pour finir avec ce point sur les vaccins, l'initiative COVAX va bientôt prendre fin, si j'ai bien compris. Donc, quelle sera la suite? Non, elle ne va pas prendre fin. L'initiative COVAX, elle va, moi je dirais, en fait, elle a pris du retard, mais elle va continuer à fonctionner. D'accord. Parce que, d'après les informations que nous avons, c'est vrai qu'il y a eu du retard, mais les engagements restent. Ils vont tenir, je pense, mais avec un certain délai. D'accord. Voilà.